Il s'agit d'un sujet qui nous intéresse pour beaucoup, qui m'intéresse en tout cas personnellement, puisque je m'interroge régulièrement sur ma prise de poids, sur les moyens de la limiter ou d'inverser la tendance. C'est également mon médecin traitant qui me pousse dans ce sens-là. Et je vois qu'au nombre de personnes qui sont présentes ce soir, que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Les conférenciers vont faire le tour ce soir de ces questions et répondre à plein de vos questions que vous pouvez vous poser. Genre, quels sont les bénéfices ou les risques des différentes pratiques? Faut-il consulter avant de se lancer? Ou encore, y a-t-il des pratiques à éviter absolument? Nos intervenants que je remercie d'ores et déjà sont Laura Lebel, diététicienne au RHNE, et puis Gaëtan Hauser, FAMH en chimie clinique auprès d'ADMED, notre partenaire pour cette conférence, dans l'organisation de cette conférence du jeudi. Au terme de cette conférence, il y aura comme d'habitude une partie réservée aux questions-réponses. Par contre, nous avons renoncé à l'apéritif habituel vu le thème du jour. Non, plus sérieusement, comme d'habitude, il y aura effectivement un petit apéritif qui nous attendra à la fin là dehors. Et puis on pourra continuer les débats à cette occasion. Voilà, je laisse sans plus attendre la parole aux intervenants et je vous souhaite une bonne soirée. Donc bonsoir à tous, donc je suis diététicienne ici à l'hôpital. Donc aujourd'hui on va passer en revue différents types d'alimentation, dont le jeûne et le bien-être mental, le jeûne et le cancer, le cure de jeûne, des cures de jeûne détox, ou encore différents types d'alimentation comme le véganisme et le carnivorisme. Alors toutes ces thématiques, elles sont actuellement sujettes à controverse, hein, c'est vraiment des thématiques au goût du jour. Et donc l'objectif d'aujourd'hui, ça va pas du tout être de dire il ne faut pas faire ou il faut faire, mais plutôt de dire voilà, ces types d'alimentation, ils peuvent apporter des bénéfices, mais ils peuvent aussi apporter certains risques, et c'est plutôt de recenser ça au niveau scientifique. Donc, pour un petit rappel du contexte actuel, donc actuellement en Suisse en 2025, il y a plus de 43% des Suisses qui sont soit en surpoids, soit en obésité. Évidemment, les maladies qui sont en lien avec cette surcharge pondérale augmentent d'année en année. On a aussi une diminution du travail physique. On travaille de moins en moins en usine ou dans les champs. On est de plus en plus assis. On a de moins en moins le temps pour cuisiner et on a aussi une augmentation de toute l'alimentation ultra transformée. Donc c'est aussi dans ce contexte-là que les gens ont envie d'améliorer leur santé en passant par l'alimentation, et c'est une envie tout à fait légitime et que moi je recommande en tant que diététicienne, sauf qu'il faut faire attention aussi là où on se renseigne. Okay ? Sur Internet, il y a énormément d'articles qui sont plus ou moins scientifiques, plus ou moins faits par des influenceurs. Il y a également aussi, ça c'est des extraits d'Instagram, on peut voir que, et c'est de loin pas le pire, mais on met différents aliments en avant. Il y a eu aussi cette année, l'année dernière, des reportages Netflix, pro-véganisme, pro-viande. Donc on va voir un petit peu de ce qu'il en est aujourd'hui. Et puis voilà, il y a eu aussi la RTS qui a fait un reportage il n'y a pas si longtemps que ça sur les cures de jeûne, et on va aussi en revenir. En ce qui concerne la recherche scientifique, vraiment, toutes les semaines, il y a plusieurs articles scientifiques qui abordent les questions du jeûne, de l'oncologie, des régimes alimentaires, et il y a des articles qui se rejoignent, et il y a des articles qui sont tout à fait opposés, qui ont des résultats tout à fait opposés. Donc c'est vraiment très difficile pour le commun du mortel, mais également pour les professionnels de la santé, de tirer le vrai du faux, et puis de savoir un petit peu quelle est la direction à prendre. Donc ce soir, on va parler de trois grandes façons de se priver de l'alimentation. On va discuter notamment du jeûne prolongé. Le jeûne prolongé, c'est le fait de ne rien manger pendant plusieurs jours, voire semaines. Le jeûne intermittent, c'est une façon de manger par alternance. Il y a vraiment beaucoup de différentes définitions du jeûne intermittent. Mais par exemple, il y a le 5-2, c'est-à-dire on mange sur 5 jours, pendant 2 jours on jeûne. Il y a le 18-6, c'est-à-dire qu'on peut manger sur un laps de 6 heures, mais pendant 18 heures on jeûne. Il y a le 1-1, manger 1 jour sur 2, et il y en a encore d'autres. Et en ce qui concerne les régimes, on a tous, je pense, une idée d'une marque en tête, ou voilà, des grosses publicités de régimes. On va vraiment parler de ces genres de régimes qui sont très restrictifs et hypocaloriques. Donc voilà, pour essayer de comprendre un peu s'il y a des bénéfices ou des risques pour la santé, on va vraiment avoir une approche ce soir un peu biologique,
une approche de métabolisme, de voir qu'est-ce qui se passe dans son corps quand on change comme ça du jour au lendemain une alimentation. Donc évidemment, derrière tout ça, il y a énormément de promesses. Déjà, la première, c'est que souvent, on a l'impression que c'est extrêmement facile de faire un régime. Moi, jeune, on voit des publicités où les gens sont très heureux de rien manger du tout. C'est pas tout à fait vrai. On va aussi voir qu'il y a des promesses comme la détoxification du corps, une perte de poids, une amélioration du bien-être physique, mais aussi psychique. Donc voilà, il y a beaucoup d'arguments pour ce genre de régime. Pour commencer, on va parler vraiment du métabolisme. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps, justement, quand on fait un jeûne prolongé, donc plusieurs jours, voire des semaines. Il faut savoir déjà que biologiquement, c'est vrai, l'être humain, il est fait biologiquement pour jeûner. C'est-à-dire que à l'époque paléolithique, donc à 40 000 ans, on n'avait pas de la nourriture à profusion comme aujourd'hui. Donc il y avait des périodes, c'était tout à fait normal, des périodes où on stockait de l'énergie et des périodes où, ma foi, comme par exemple en hiver, on déstockait cette réserve d'énergie. Voilà, actuellement, la vie moderne, surtout sur les dernières dizaines d'années, l'alimentation a vraiment évolué d'une manière très rapide. Actuellement, on mange déjà tous les jours. En plus, on mange plusieurs fois par jour, même des fois entre les repas. Puis même actuellement, même les boissons nous nourrissent. Donc on est vraiment sur deux types d'alimentation tout à fait opposés. Et puis on peut bien se douter que l'organisme, l'être humain, qui a vraiment des millions d'années d'évolution, qu'en quelques dizaines d'années, il n'a pas su s'habituer à ça. Et du coup, le problème, c'est que on est à beaucoup de gens en surcharge pondérale et toutes les maladies qui sont en lien avec la surnutrition. Donc voilà, la question un petit peu, c'est de savoir si, au final, est-ce que de réactiver le métabolisme qu'on utilisait beaucoup à l'époque, est-ce que de le réactiver, ça nous apporte vraiment des bénéfices pour la santé, ou est-ce qu'au final, un métabolisme ou un autre, c'est égal? Voilà. Petit rappel, le corps humain, il a des besoins en énergie et en eau de manière constante. C'est pas comme une voiture qui avance, qu'on arrête de mettre de l'essence. La voiture, là, dans ce cas-là, elle va devoir continuer à avancer. Donc, le cerveau, par exemple, en prenant un organe, il va devoir consommer à peu près 150 grammes de sucre chaque heure, qu'on mange ou qu'on ne mange pas. Les poumons, le cœur, c'est des organes qui fonctionnent toute notre vie, de notre naissance à notre mort. Donc, on a besoin de cette énergie d'une façon ou d'une autre. Donc, évidemment, on ne peut pas tenir sans boire plus d'une semaine grand maximum. Par contre, sans manger, on pourrait tenir en moyenne, chez les humains, entre 1 et 3 mois. Ça va dépendre évidemment de nos réserves. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme quand tout d'un coup, on n'apporte plus de calories, plus de protéines, plus du tout de nutriments? À savoir que dans les 6 heures après un repas, vraiment, nos organes, notre organisme, il va vraiment utiliser l'énergie qui a été distribuée par la digestion par notre dernier repas. Après, entre 3 et 6 heures, évidemment, on commence à avoir faim. Donc, c'est un signe que soit il faut remanger, soit on va chercher de l'énergie ailleurs dans le corps. Donc, on va dire dans la première journée, dans les premières 24 heures, une fois qu'on a tout digéré ce qu'on a mangé, on va aller chercher des réserves de sucre dans le foie, mais également des réserves de sucre qui sont présentes dans les muscles. Une fois que ces réserves de sucre, elles sont limitées, une fois qu'elles sont utilisées, on va dire dans les 2 à 3e jours, là, le corps, il a toujours ce besoin de sucre. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller prendre une partie des protéines, une partie des muscles. Et malheureusement, l'organisme humain, il est fait comme ça. Ça ne nous arrange pas du tout. Mais il va d'abord aller puiser dans les muscles pour le transformer en sucre. Et ensuite, à partir seulement du 3e jour et pas avant, on commence vraiment à utiliser notre énergie de la part des matières grasses, des réserves de graisse que l'on a. Et à partir seulement du 3e jour, on commence vraiment à être efficace dans ce métabolisme. Et puis les muscles, le corps, il a compris qu'on allait jeûner de manière prolongée. Donc il met en place à partir du 3e jour un mécanisme de protection des muscles. De manière imagée, voilà, c'est un processus qui est simultané. On peut voir par exemple la ligne aminoacides, donc c'est vraiment les protéines qui sont dégradées pour transformer en énergie. On peut voir qu'il y a vraiment un pic entre le 1er et 2e jour, et après, on brûle un peu moins les muscles, mais il y a toujours une perte de muscles vraiment avec les semaines. Vous voyez, même au bout du 7e jour, même au bout de quasiment 2 semaines, on utilise toujours du muscle. En ce qui concerne les fatty acids et les ketones, c'est le métabolisme des graisses qui se met en route. Et là, on voit que vraiment, il monte
à partir vraiment du 3e, 5e jour. Et là, c'est vraiment constant. Ça veut dire que vraiment l'énergie, elle est vraiment distribuée de manière complètement autonome et constante. En ce qui concerne le jeûne intermittent, alors ça va utiliser exactement les mêmes mécanismes du jeûne prolongé, sauf qu'on ne va jamais aller loin dans la durée. Okay, par exemple, si on prend l'exemple du 18-6, ce serait par exemple de manger le soir à 18h et que le prochain repas sera le lendemain à midi. On va utiliser les mêmes mécanismes que l'image précédente. C'est juste que on va donc utiliser l'énergie de la digestion, beaucoup du sucre qui est dans le foie, du muscle et un petit peu de gras. Et c'est vraiment le gras, il est déstocké vraiment en dernier. Donc voilà, le jeûne intermittent, c'est vraiment le même mécanisme. Donc les promesses qu'il y a derrière le jeûne intermittent, c'est la perte de poids, la diminution de la résistance à l'insuline, la baisse du cholestérol, la diminution de l'inflammation du corps. Que disent les études scientifiques en 2025 ? C'est que, oui, c'est vrai, mais pas pour tout le monde et à certaines conditions. La première condition, c'est déjà d'être en surpoids. Les gens qui sont en surpoids perdent plus facilement du poids par ce type d'alimentation que les autres personnes. Il y a aussi une autre condition, c'est de manger assez de protéines. Comme on a vu, il y a une partie des muscles qui est transformée pour créer du sucre. Si on ne mange pas assez de protéines, on va perdre encore plus rapidement son muscle et du coup, malheureusement, on va perdre moins de gras au détriment du muscle. Ensuite, pour faire baisser le cholestérol et l'inflammation et la résistance à l'insuline, évidemment, il faut en avoir de base. Donc, imaginons bien quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'a pas de surcharge au niveau de surcharge de poids, qui n'a pas de problématique de résistance ou de cholestérol, lui, ça va même pas lui faire de bénéfices. Okay ? Alors, pourquoi ça fonctionne chez certaines personnes et pas d'autres ? Tout simplement par 2 mécanismes. Le premier, c'est tout simplement la perte de poids. Quand une personne perd de la masse grasse, il faut savoir que la masse grasse dans le corps humain, c'est pas seulement une réserve de gras, mais c'est aussi un organe à part entière qui crée de l'inflammation. Plus on a de kilos de graisse, plus on est inflammé. En perdant du poids et en faisant ce régime intermittent, on voit qu'on perd du muscle, mais un petit peu de graisse aussi. On diminue son inflammation et par définition, on va aussi diminuer le cholestérol et la résistance à l'insuline. Ensuite, le deuxième mécanisme d'action, c'est surtout le respect des rythmes biologiques. Actuellement, on a des gens qui travaillent de nuit, qui mangent tard le soir. Voilà. Le corps humain, il est fait la nuit pour dormir, la journée pour manger. Et le fait de respecter des horaires réguliers d'alimentation, puis la nuit ne pas manger, rien que ça apporte déjà beaucoup de bénéfices au niveau du corps humain. Petit rappel, il y a quand même des contre-indications aux jeûnes, surtout les jeûnes prolongés, un petit peu pour les jeûnes... Ça concerne surtout le jeûne prolongé, mais voilà, c'est déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes, les enfants, les personnes âgées, dénutries ou certaines maladies qui sont mal gérées. Donc voilà, si on a atteint de toutes ces choses, il faut vraiment éviter de commencer par faire des jeûnes sans en tout cas consulter un professionnel. En ce qui concerne les régimes restrictifs, là j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a d'autres et c'est pas pour leur faire de la pub et c'est pas non plus pour les viser. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait un régime restrictif ? Disons que dans les régimes restrictifs, moi j'entends les régimes qui sont vraiment hypocaloriques, qui sont souvent limités en graisse, souvent limités en sucre. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un régime restrictif ? Je pense que vous avez déjà tous entendu l'effet yo-yo. Voilà. Donc l'effet yo-yo, c'est tout simplement le fait de passer de notre alimentation habituelle à quelque chose de drastique du jour au lendemain. Il va y avoir des adaptations du coup métaboliques. L'organisme ne va pas être très satisfait de cette situation. Il va vraiment essayer de diminuer un maximum son métabolisme. Il va faire perdre un petit peu de muscle, alors qu'à la base, c'est pas ce qu'on voulait. Il va faire diminuer la température corporelle ou diminuer aussi certaines hormones thyroïdiennes qui font que ça diminue nos besoins caloriques tous les jours. Et au niveau aussi neurologique, je dirais, c'est qu'au niveau du cerveau, il a une certaine habitude au niveau alimentaire. Si vous changez d'une alimentation, vous passez drastiquement à une autre alimentation, il ne va pas être satisfait, il va être extrêmement frustré, il va tout faire en sorte, si vous voulez, pour que vous retourniez à votre alimentation. Et voilà, il y aura cet énorme sentiment de frustration, sachant que surtout la graisse et le sucre, c'est souvent ce qui sont supprimés dans ces régimes, c'est des nutriments qui sont addictifs pour le cerveau. Puis quand on les coupe du jour au lendemain, on peut générer vraiment un effet rebond et une reprise de l'alimentation. Et donc on reprend son alimentation habituelle et à ce moment-là, on reprend du poids. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut monter et descendre en faisant des régimes.
Il faut savoir aussi que l'effet yo-yo, sur le long terme, il engendre une reprise de poids, même encore plus qu'initialement. OK ? Voilà. Donc, plutôt déconseiller les régimes. Donc voilà, pour résumer un peu toutes les conséquences nutritionnelles de tous ces différents types de restrictions alimentaires, ça va évidemment dépendre de son statut de santé initial, ça va dépendre aussi de la durée du jeûne, ça va dépendre de ce qu'on mange sur le reste de la journée. C'est vraiment des risques, ça ne veut pas dire que si vous adoptez cette alimentation, vous allez développer ces problématiques. Mais disons que le jeûne prolongé, on a vu qu'évidemment on perdait du poids et également du muscle, on est obligé de passer par le muscle pour perdre du gras. Donc c'est inévitable de perdre du muscle quand on fait un jeûne. Ensuite, ça va dépendre aussi, il y a des jeûnes qui se font où on est supplémenté pendant le jeûne en vitamines, en minéraux. Là, il n'y a pas de risque de carence nutritionnelle. Si on fait un jeûne où on ne mange absolument rien pendant plusieurs semaines, là, on a un risque de développer des carences nutritionnelles. Et il faut savoir également qu'à partir de 2 semaines de jeûne, on a un risque de déminéraliser ses os. Et donc, les gens qui sont, par exemple, atteints d'ostéoporose, ils sont à risque de se faire des fractures. Ensuite, le jeûne intermittent, en soi, ça comporte pas beaucoup de risques. On connaît tous quelqu'un dans son entourage qui mange pas, par exemple, le petit déjeuner. Donc, ça veut dire qu'il ferait indirectement un jeûne intermittent. Et il n'a pas de soucis problématiques particulières. Mais il faut savoir que voilà, si on compense pas sur le reste de la journée, on risque aussi de perdre du muscle. Et puis, il faut savoir qu'il y a aussi un risque plus augmenté de carence alimentaire. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, quelqu'un a pour habitude de manger beaucoup de fruits le matin, puis il coupe son petit déjeuner, et qui ne mange pas ses fruits sur le reste de la journée, il a risque de développer des carences par rapport aux vitamines. En tout cas, les régimes alimentaires, ça c'est plutôt vraiment déconseillé. Ça peut vraiment créer des carences en fonction du régime. Évidemment, vous pouvez perdre du muscle et reprendre du gras. Et on s'est rendu compte que les gens qui souffraient de cet effet yo-yo, on s'est rendu compte qu'en fait, la graisse, elle revenait principalement au niveau viscéral, donc au niveau des organes. Et c'est vraiment le pire endroit où mettre de la graisse, vraiment, c'est autour des organes. Et là, vous êtes vraiment plus à risque d'avoir une augmentation de la résistance à l'insuline, des maladies cardiovasculaires ou de l'inflammation. Donc voilà. Maintenant, voilà, donc ça, c'était un peu le gros du métabolisme. Maintenant, on va plutôt passer en revue certains sujets à controverse. Donc... pour commencer, on va parler du jeûne et du bien-être mental. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont fait du jeûne ou vu des émissions. C'est vrai qu'on entend souvent parler que les gens qui jeûnent, au bout d'un temps, se sentent vachement bien. Ils se sentent bien, ils ont une espèce de clarté mentale, de l'énergie tout le temps. Donc voilà, on a vu qu'au niveau du métabolisme, il y avait des changements. Aussi au niveau hormonal, on peut voir que... Donc on a fait des études, on a fait des prises de sang chez des gens qui jeûnaient et on a vu qu'il y avait des changements aussi au niveau des hormones. Donc, ce qui se passe au niveau des hormones, c'est que la première semaine, donc dès le premier jour de jeûne, vous allez avoir des hormones de stress qui vont être sécrétées. Donc, ces hormones de stress, donc c'est les catécholamines. Et c'est les hormones, par exemple, voilà, quand on est stressé ou quand on est vigilant. Dès le 3e jour, on a de la sérotonine, donc l'hormone de bonheur qui est sécrétée donc, par notre corps et aussi également des corps cétoniques. Corps cétonique, ça vient de fait de brûler des graisses. Et carrément, dès le 5e jour, on a l'hormone du plaisir, donc des bêta-endorphines. C'est vraiment une morphine qui est sécrétée par notre propre corps, qui est sécrétée. Donc, comment on se sent quand on fait un jeûne prolongé ? Tout simplement, les premiers 3 jours, vu qu'on a vraiment cette augmentation assez importante de ces hormones de stress, on va vraiment pas se sentir bien. Et ça, c'est chez au moins la moitié des personnes qui font un jeûne. Donc vraiment, des gens qui sont irrités, anxieux, mal de tête, fatigue, nausées, vraiment, on se sent pas très bien. Et à partir du 3e jour, vraiment, quand on a ces hormones de plaisir et de bonheur qui commencent à être sécrétées, on va commencer à se sentir mieux, une amélioration de l'humeur, une meilleure vigilance. On n'a plus du tout faim, ça c'est vrai, on n'a plus du tout faim. Moins d'anxiété, moins de douleur physique, évidemment, parce qu'on a de la morphine qui circule dans nos veines, et moins de fatigue. Donc, en soi, c'est vrai qu'on se sent bien dès le 3e jour de jeûne. Il faut juste avoir 2 points d'intention. Le premier, c'est qu'il y a des médecins qui s'accordent à dire qu'on se sent bien au 3e jour de jeûne parce qu'on s'est senti tellement mal les 2-3 premiers jours qu'on a l'impression de renaître quelque part et d'avoir vraiment une sensation de bien-être. Et la deuxième chose qu'il faut porter attention, c'est que c'est des sensations qui sont temporaires, dans le sens que par exemple, si vous souffrez d'une dépression ou d'une sensation ou de l'anxiété chronique, ça ne va pas soigner ces problématiques. C'est juste
pendant la période du jeûne que vous allez vous sentir mieux. Mais le jour où vous reprenez l'alimentation, votre métabolisme de base va reprendre, vos hormones vont reprendre et vous allez vous sentir comme avant que vous ayez fait votre cure de jeûne. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne le jeûne et l'oncologie, donc ça aussi c'est un sujet vraiment d'actualité. Ça a vraiment été, on va dire, médiatisé dès les recherches du professeur Walter Longo. Donc à la base, c'est un biochimiste qui s'intéresse à la longévité. Et lui, il travaille essentiellement avec des boîtes de pétri et des souris dans un laboratoire. Il s'est rendu compte à peu près en 2012 que les souris qui n'avaient pas mangé survivaient mieux au cancer ou supportaient mieux les traitements de chimiothérapie. Donc voilà, il y a eu un engouement scientifique. Maintenant, il y a vraiment des centaines d'études qui étudient le sujet. Et donc vraiment, les théories qu'il y a là derrière, c'est est-ce que jeûner 3 jours avant la chimiothérapie, est-ce que ça diminue les effets secondaires des chimiothérapies? Est-ce que ça permet d'améliorer cette efficacité et de viser mieux les cellules cancéreuses en épargnant les cellules saines? Et est-ce que ça permettrait de ne pas nourrir la tumeur et plutôt nourrir les cellules saines? Donc ça, c'est des hypothèses scientifiques. Il y a beaucoup d'études sur les souris, les bactéries. Il y a très peu d'études sur les humains parce que il y a des raisons d'éthique. On ne peut pas juste tester des choses sur les humains sans avoir des étapes préalables. Et que dit du coup la science en 2025 par rapport à jeûner avant une chimiothérapie? Elle dit qu'il y a des plutôt bons résultats actuellement sur les bactéries, les levures et les souris. Il y a des bons résultats sur certains humains. Par exemple, il y a une étude qui est sortie l'année dernière, donc en 2024, qui a étudié 75 personnes qui avaient le cancer. Ils les ont fait jeûner et ils se sont rendus compte que sur les 75 personnes, en fait, il n'y en a que 5 chez qui ça a fonctionné. Donc on met beaucoup les résultats, ils sont très prometteurs au niveau scientifique. Peut-être qu'il y a des personnes chez qui ça marche mieux que d'autres, mais en réalité, ça marche vraiment pas chez tout le monde. Donc vraiment, les scientifiques actuellement, ils s'accordent à dire qu'il y a un manque de preuves. Il faut encore étudier le sujet avant de commencer à faire des recommandations. Et puis surtout, c'est pas indiqué pour tout le monde. Alors, disons que c'est pas interdit par la loi. Si on a un cancer, qu'on a des chimiothérapies de prévues, qu'on veut vraiment faire un jeûne, est-ce qu'on peut en faire un? Vous pouvez, disons, c'est pas interdit. La chose à prendre, c'est qu'il y a vraiment des contre-indications médicales à faire un jeûne. On ne fait pas ça en première intention dans ces contextes oncologiques. Une des plus importantes contre-indications, en tout cas au niveau nutritionnel, ça s'appelle la dénutrition. La dénutrition, c'est très fréquent dans les contextes oncologiques entre le cancer et puis les traitements qui nous font beaucoup d'effets secondaires au niveau digestif. On perd souvent du poids de manière involontaire. Comme je vous ai dit, on perd d'abord du muscle. Donc, c'est vraiment des gens qui s'affaiblissent. Et c'est très fréquent dans les situations oncologiques. Quand on est affaibli, évidemment, on tolère moins les traitements, on diminue sa qualité de vie, on a un risque accru de complications médicales et également le taux de survie qui diminue. Donc là, juste pour vous montrer une image de gauche, on a vraiment 3 personnes dénutries, une qui est très maigre, une qui est normale et une qui est obèse. Et on se rend compte qu'en fait, c'est pas forcément visible, la dénutrition. Okay, on a l'impression que c'est souvent des personnes maigres. On a cette image de personne maigre qui a le cancer, mais ça peut être aussi une personne en embonpoint. Voilà. Évidemment, il y a, j'imagine, d'autres contre-indications. Ça, il faut plutôt voir avec vos médecins, votre oncologue. Et surtout, il faut vous faire accompagner dans cette démarche. Ne vous lancez surtout pas seul. Donc, travaillez avec votre médecin oncologue, votre médecin traitant, et puis entourez-vous aussi de diététiciens. Il y a des diététiciens qui travaillent en oncologie, en ENA, ici au RHNE, et sont spécialisés là-dedans. À savoir aussi que les recommandations d'office en vigueur, donc ça c'est vraiment les recommandations dans le contexte oncologique, c'est augmenter l'activité physique, diminuer le tabac, enfin stopper plutôt le tabac et l'alcool, avoir une alimentation équilibrée, et puis d'avoir un IMC dans la norme. Ça, c'est vraiment les recommandations de base. Donc avant de vous lancer dans un jeûne, commencez plutôt par, on va dire, faudrait plutôt commencer par attaquer son hygiène de vie globale. C'est ce qui aura le plus d'effets bénéfiques que de décider d'arrêter de manger 3 jours avant. Donc voilà, tout ça, c'est des discussions. À savoir que toutes ces choses, c'est une question de balance entre éventuellement peut-être avoir des bénéfices et de l'autre côté, on sait qu'il existe des risques. Ça, faut vraiment discuter avec votre équipe médicale. À savoir que ici, on a des diététiciennes qui travaillent dans l'oncologie et du retour qu'elles m'ont fait, c'est que déjà, c'est pas agréable un cancer et ses traitements, c'est de loin vraiment pas la meilleure chose. Et en plus, comme on a vu, les 3 premiers jours de jeûne, c'est les pires au niveau sensation.
On se sent pas bien les 3 premiers jours, on a faim, on est mal dans sa peau. Donc, de rajouter ça en plus, alors qu'on a déjà ce contexte de maladie, c'est extrêmement compliqué et au final, il y a très peu de personnes qui arrivent à le faire. Et ceux qui arrivent à le faire, au final, c'est vraiment pas très agréable. Donc voilà. Donc c'est vraiment, faut vraiment discuter avant de vous lancer dans des choses drastiques comme celle-ci. Ensuite, on va parler donc des cures de jeûne. Il y a, bien sûr, on connaît bien la clinique Buchinger au lac de Constance. Il y a différents établissements aussi qui font des cures de jeûne. Les promesses qu'il y a derrière ces cures de jeûne, c'est que on détoxifie l'organisme, on augmente la régénération cellulaire, que ça fait baisser des paramètres sanguins comme l'insuline, le cholestérol, ça fait enlever le gras qu'on a dans le foie. Et la plupart de ces promesses, elles sont, quand on lit, et il y a aussi des centaines d'articles scientifiques dessus, en réalité, oui, il y a des scientifiques qui ont mesuré, donc qui ont fait des prises de sang chez ces gens après 2 semaines, 3 semaines de jeûne, et on voit évidemment des baisses de l'insuline, des baisses du gras dans le sang. Évidemment, on perd du poids. Alors, ceux qui promettent qu'on ne perdra pas de muscle, je vous dis, comme on a pu voir, c'est juste pas possible métaboliquement parlant. Et donc, il y a énormément de promesses. Alors, comment ça fonctionne une cure de jeûne ? Il faut savoir que déjà tout le monde ne peut pas faire des cures de jeûne. Hein. Il y a des sélections. Hein. Il y a les gens malades, où on a vu toutes les contre-indications tout à l'heure. Voilà, tout le monde ne fait pas ces cures de jeûne, donc tout le monde n'est pas déjà inclus dans ces études scientifiques. Ensuite, évidemment, oui, on jeûne, mais aussi on dort bien, on fait du sport, on s'hydrate bien, il y a des cures qui proposent des massages, de la méditation, des moments de détente. Donc, on n'est aussi pas soumis au stress du quotidien. Il n'y a pas le travail, il n'y a pas les enfants, il n'y a pas les bouchons, il n'y a pas toutes ces choses. Puis aussi, on a des contrôles de santé dans la plupart de ces établissements. Donc, ça veut dire que si à un moment donné, si ça se passe mal, vous arrêtez cette cure. Donc, moi, je me pose la question de pourquoi on appelle ça des cures de jeûne. En fait, parce qu'on jeûne, mais on fait aussi on fait plein d'autres choses aussi. J'appellerais ça plutôt des cures thalasso ou à la limite des cures détox, mais en tout cas pas forcément de jeûne. Voilà. Donc c'est vraiment une prise en charge qui est globale. Et évidemment que vous mettez 2 semaines en thalasso, vous allez vraiment réduire le stress de votre organisme et améliorer vos paramètres. Donc au niveau scientifique, et c'est notre démarche en tant que professionnel de la santé, on se pose encore beaucoup de questions. Déjà, est-ce que c'est le jeûne qui permet tous ces bénéfices, ou est-ce que c'est la prise en charge globale ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un effet placebo ? Est-ce que ça fonctionne chez tout le monde ? Quelle est l'hygiène de vie de départ de ces gens ? Est-ce que c'est pareil sur quelqu'un qui est en surpoids et qui a plein de problématiques de santé que quelqu'un, par exemple, qui est sportif, qui a une bonne masse musculaire et qui mange 6 repas par jour ? Est-ce que lui, de faire une cure de jeûne et de rien manger d'un coup pendant 2 semaines, ce ne serait pas plutôt néfaste pour lui ? On ne sait pas. Donc, quels sont les effets à long terme ? Quelle durée du jeûne est la plus efficace ? Enfin bref, il y a encore tellement de questions en suspens par rapport à ces cures que nous, le corps médical, on ne peut pas les recommander. On ne peut pas les recommander parce qu'il y a également des questions d'éthique. Hein. C'est comme le jeûne et l'oncologie. C'est pas parce que ça fonctionne sur une souris que ça va fonctionner sur un humain. Là, c'est pas parce qu'on a fait une étude sur des gens qui étaient en surpoids, qui ils ont perdu du poids, comme par miracle après 2 semaines de jeûne, qu'on peut le recommander à tout le monde. Voilà. Puis dernier sujet de ce soir, c'est aussi 2 types d'alimentation qui sont très en vogue actuellement. Il y a le véganisme et le carnivorisme. On a l'impression de ne pas trop connaître le carnivorisme, et pourtant il y a vraiment des milliers d'adeptes. Il y a des sites suisses où il y a des carnivores qui partagent leurs alimentations. Donc c'est un peu compliqué aussi de s'y retrouver. Hein. C'est comme pour tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Là, il y a une vidéo de YouTube d'un neurochirurgien américain qui est carnivore et qui montre les bienfaits. Voilà, quelqu'un qui s'est transformé. Voilà. Enfin bref, et là, tout à coup, on a un médecin vegan de 98 ans qui recommande le véganisme. Enfin bref, là, c'est juste des extraits de YouTube, mais il y a vraiment de tout et n'importe quoi, et surtout sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment difficile, comme je vous ai dit, ils ont des arguments très convaincants. Même moi, en tant que diététicienne, des fois, j'écoute ces médecins. Même moi, j'ai envie d'y croire des fois. Puis en plus, voilà, c'est les médecins qui s'y mettent. Alors en plus, on a envie vraiment de les croire. Donc petit rappel, l'alimentation carnivore, c'est 100% animal avec que de la viande, du poisson et puis des œufs. Et l'inverse, le vegan, le 100% végétal, c'est littéralement l'inverse. Donc il n'y a vraiment aucun aliment en commun.
Le régime 100% carnivore, si vous faites un peu des recherches, il va mettre en avant une amélioration de la santé mentale, une perte de poids, une régulation de l'appétit, une meilleure santé intestinale et une réduction de l'inflammation. Et après, quand on fait des recherches sur les bienfaits du véganisme, ils mettent en avant quasiment les mêmes arguments, perte de poids, santé intestinale, réduction de l'inflammation. Donc déjà, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille sur deux alimentations drastiquement opposés, où il n'y a même pas un aliment en commun et qui mettent en avant les mêmes bénéfices. Alors on va surtout d'abord regarder les risques. On voit qu'il y a différents risques sur les deux types d'alimentation. Manger que de la viande, il y a un risque de déminéraliser ses os, de boucher ses artères avec toute la viande, la graisse saturée qu'on mange. On a un risque aussi pour les reins et puis on a un risque majoré de cancer du côlon. Et de l'autre côté, on a principalement des carences alimentaires et possiblement un inconfort digestif. Donc, si une alimentation que vous adoptez comporte des risques pour la santé, c'est qu'à elle seule, à 100%, elle n'est pas physiologiquement elle n'est pas adaptée pour nous, les humains, qui sommes, je le rappelle, des animaux mammifères omnivores. Voilà. Donc, ces carences, on va reprendre un petit peu en détail avec notre biologiste. Merci. Voilà. Donc effectivement, dans cette seconde partie de présentation, on va s'intéresser un peu plus aux carences nutritionnelles. Et puis, on va essayer de parler par questions. Donc, on va essayer de répondre à 3 questions qui sont déjà de savoir si ces carences sont faciles à diagnostiquer, faciles à dépister. Et on va prendre le cas de la carence en fer, qui est très commune. On va se poser la question également de la différence qu'il y a entre un déficit et une carence, qu'on utilise souvent inversement. Et vous verrez que ce n'est pas tout à fait le même concept. Et puis pour cette question-là, on va prendre le cas de la vitamine B12, que notamment les personnes qui suivent un régime végétalien connaissent bien. Et puis dernière question par rapport aux carences, c'est tester ou ne pas tester. Est-ce que ça vaut la peine de faire un test diagnostique pour certaines carences? Et on va prendre le cas ici de la vitamine D. Donc commençons par la carence en fer. C'est la carence nutritionnelle la plus répandue au monde. En Europe, on compte à jusqu'à une femme sur 3 qui serait en déficit de fer. Pour les femmes enceintes, ce taux monte jusqu'à éventuellement 90% dans certaines études, ce qui est énorme. Pour les femmes enceintes, ça s'explique simplement parce que le fœtus a besoin de fer pour son développement et il aura la très bonne idée d'aller puiser dans les réserves de la maman. Et donc, ces femmes enceintes risquent d'avoir des taux un peu plus bas pendant cette période. Et puis, on n'est pas à une inégalité près. De nouveau, les hommes sont avantagés dans ce domaine-là, avec seulement 0 à 3% des hommes qui souffriraient de déficit en fer. Et le problème de ce déficit, c'est que non seulement il est très fréquent, mais qu'il impacte quand même passablement la qualité de vie. En premier lieu, et ça, beaucoup le savent déjà, mais on souffre facilement de faiblesse, de fatigue, de perte de concentration lorsqu'on manque de fer. Et puis ça peut s'accompagner, ce n'est pas systématique, mais d'anémie. Simplement parce que le fer, il est au milieu d'une molécule qui est l'hémoglobine, et c'est le fer qui va servir à crocher l'oxygène et ensuite de l'amener dans notre corps aux différents organes, à nos muscles, à notre cerveau. Et évidemment, si on a moins de fer, on est moins capable d'amener l'oxygène à nos organes, d'où la fatigue, d'où aussi les pertes de concentration. Et puis donc, ce qui se constate par une baisse d'hémoglobine et ou une baisse de globules rouges dans le sang, donc l'anémie. Et puis, pour les carences particulièrement fortes chez les nourrissons, chez les très très jeunes enfants, étant donné que le fer sert aussi au développement cérébral, on peut avoir des effets très néfastes pour cette population-là. Donc évidemment, une carence qui est autant répandue, qui impacte quand même la qualité de vie, la question c'est de savoir, bien sûr, je vais vouloir la doser, je vais vouloir tester ça. Alors en cherchant un peu sur Internet, on trouve facilement ce genre de test à faire à la maison, facilement, en quelques minutes, une dizaine de minutes, on a un résultat, le test vous dit, ça y est, vous êtes carencé, vous n'êtes pas carencé. Et évidemment, la question c'est, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est aussi simple que ça de diagnostiquer une carence en fer? Alors que font ces tests et que font les tests en général? On parle du fer, donc premier réflexe, c'est de doser le fer qu'on a dans le sang. En réalité, vous voyez sur ce graphique ici, c'est le taux de fer et sa variation au cours d'une journée. Et en réalité, si vous faites vos dosages de fer le matin à midi ou à 16h l'après-midi,
le taux peut varier du simple au double. Donc ce n'est pas un bon marqueur. Le fer sanguin n'est en fait pas un bon marqueur du fer. Ce qu'on utilise plutôt, c'est la ferritine, qui a 2 avantages. Le premier, c'est de rester extrêmement stable tout au long de la journée. Et le deuxième, c'est que ce n'est pas un marqueur du fer qui circule dans le sang, mais c'est un marqueur direct des réserves de fer. Et c'est bien ça qui nous intéresse dans le cadre d'un déficit ou d'une carence, c'est est-ce que les réserves sont suffisantes pour subvenir à nos besoins. La ferritine, donc, c'est le marqueur de choix qu'on a aujourd'hui. Elle est très utile, voire indispensable dans ce diagnostic, mais elle n'est pas infaillible non plus, elle a quelques défauts. Et la première, la plus importante en tout cas du point de vue du laboratoire, c'est que la ferritine a tendance à augmenter lorsqu'on a une infection ou une inflammation. Ça veut dire que si on fait le test dans de mauvaises conditions, on est malade, on a une inflammation, une infection, on risque d'avoir un taux de ferritine augmenté alors même qu'on est en déficit de fer. Donc c'est des limitations qu'on peut tester au laboratoire parce qu'on a des marqueurs d'inflammation. Si on les fait en parallèle, ça nous permet de contrôler ça. Si on fait le test seul à la maison, c'est plus compliqué. Une autre chose à savoir qui est importante aussi, c'est que le test de ferritine ne suffit pas seul à diagnostiquer forcément une carence. En tout cas, il se complète très volontiers d'autres tests. On en a parlé avant, en premier lieu, ce serait de faire une formule sanguine pour voir si on souffre d'anémie. Ça veut dire si notre taux bas de fer a une conséquence sur notre corps. Et la première conséquence, une des premières, serait l'anémie. On a d'autres tests diagnostiques qui existent, notamment la transférine, qui est cette molécule qui va transporter le fer dans notre corps, qui nous permet aussi d'aider au diagnostic, d'apporter des informations complémentaires et de confirmer éventuellement une carence. Et puis bien sûr, ensuite, on va souvent rajouter des tests ou en tout cas s'interroger à la cause. Parce que c'est bien beau de savoir si on est un peu bas en fer, mais bien sûr, c'est de savoir pourquoi on est trop bas et si on peut y faire quelque chose. Donc, dans le cadre typiquement de l'exposé de ce soir, c'est déjà, est-ce qu'on a un apport suffisant de fer? On a parlé des végétariens et végétaliens qui sont peut-être plus à risque de ces déficits en fer. Et on peut se poser aussi la question de, si on mange assez de fer, est-ce qu'on arrive à absorber via nos intestins tout ce fer et puis à l'intégrer ensuite dans nos cellules? Et les personnes, par exemple, qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin peuvent avoir des problèmes, et ça ne touche pas que le fer, bien sûr, mais à absorber ces aliments et ensuite à les utiliser dans nos cellules. Et bien sûr, ça va s'accompagner d'autres tests diagnostiques. Ensuite, on peut avoir un apport suffisant, on peut absorber suffisamment le fer, mais quand même être en déficit. Et c'est les personnes qui ont un besoin particulièrement accru en fer. Et on en a parlé précédemment, notamment les femmes enceintes qui ont besoin de ce fer pour la croissance du fœtus. Donc si on revient à nos tests rapides, ils remplissent tout à fait leur rôle. Leur rôle, c'est d'être pratique, d'être très rapide et d'avoir une première indication. Maintenant, ça vient avec passablement de limitations qu'il est important, ou en tout cas utile de connaître. Est-ce qu'ils sont suffisants pour un diagnostic? Rarement suffisants. Et d'ailleurs, si on a un test qu'on fait à la maison et on voit un résultat qui nous dit « Ah, vous êtes probablement en carence », quel est le premier réflexe? C'est d'aller chez votre médecin, refaire le même test en laboratoire pour avoir une deuxième confirmation. Donc suffisants, ils sont rarement suffisants. Est-ce qu'ils sont fiables? Alors, très grande question. Aucun test n'est 100% fiable dans tous les cas. Une des limitations des tests qui peuvent être faits à la maison, c'est qu'on manque de contrôle sur la manière dont ces tests sont réalisés. Ne serait-ce que la température. Beaucoup de tests sont aussi sujets aux différences de température. Dans un laboratoire, la température, l'humidité peuvent être contrôlées. Là, même la quantité de sang qu'on va mettre dans le test est peut-être parfois difficile à manipuler. Donc on a des limites de fiabilité, sans dire qu'ils ne sont pas fiables. On a des choses plus difficiles à contrôler pour ces tests faits à la maison. Les interférences, on en parlait par exemple pour la ferritine et l'inflammation. De nouveau, aucun test n'est exempt d'interférences, mais ces interférences sont plus difficiles à contrôler dans ces tests-là. Et puis une question très importante, c'est est-ce que ces tests sont adaptés à chacun? Est-ce qu'un homme et une femme peuvent faire ce test et interpréter les résultats de la même manière? Lorsqu'on lit les notices de ce genre de test, souvent ces tests utilisent la même valeur seuil pour définir si oui ou non on a assez de fer. Alors qu'en réalité, on ne s'attend pas à avoir les mêmes valeurs de ferritine chez un homme et une femme, et pas non plus les mêmes valeurs de ferritine chez un enfant ou un adulte. Et donc, ça nécessite des fois d'avoir plus d'informations sur la personne pour pouvoir interpréter correctement ces tests. Et puis bien sûr, ces tests n'indiquent pas quelle est la cause, on ne leur demande pas ça non plus, mais simplement pour indiquer que la prise en charge d'un déficit et le diagnostic nécessitent quand même quelque chose de plus global que ces tests-là. Pour donner une autre image, diagnostiquer une carence, c'est une forme d'enquête, on a besoin d'indices,
Et cette enquête avancera bien mieux avec des indices qui sont fiables et de qualité. Passons à notre deuxième question, la différence entre déficit et carence. On s'attaque à la vitamine B12. La vitamine B12 se trouve exclusivement dans les produits d'origine animale. Elle a une petite particularité, c'est que cette vitamine B12, c'est la seule molécule du corps qu'on connaît qui contient du cobalt. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le deuxième nom de cette vitamine, c'est la cobalamine. Donc ça ne se trouve pas seulement dans les batteries, mais on l'utilise aussi pour nous. Donc l'état des déficits au niveau mondial de la vitamine B12, on estime, enfin certaines études estiment que jusqu'à 60% de la population mondiale serait en déficit de vitamine B12. Que conclure de ce chiffre? Donc ça veut dire que 60% de la population mondiale serait malade. En réalité non, et c'est justement ces questions de définition, c'est la différence entre déficit et carence. Si on parle de déficit, un déficit c'est simplement une valeur basse. Vous êtes allé au laboratoire, vous avez fait un test de vitamine B12 et vous avez une petite flèche en bas à côté de votre vitamine B12 qui vous indique « Ah, la valeur est un peu plus basse que la valeur qu'à laquelle on pourrait s'attendre pour vous ». Ça ne veut pas dire que vous êtes malade, ça ne veut pas dire qu'il faut vous supplémenter, ça ne veut pas dire que votre corps est en souffrance à cause de cette valeur, simplement elle est un peu plus basse que la moyenne. Lorsqu'on parle de carence, là on parle vraiment de conséquences pathologiques. Donc là, une carence en vitamine B12, votre corps est en souffrance du manque de vitamine B12. Donc de dire que 60% de la population est en déficit ne veut pas du tout dire que 60% de la population mondiale est en souffrance du fait de ce déficit. Et la différence peut être importante aussi pour savoir comment y réagir. Est-ce qu'on a un simple déficit ou une carence? Et comment passer de simple déficit à carence? Bien sûr, on a des tests diagnostiques, on en parlait avant pour le faire, de déjà faire une formule sanguine, voir si notre déficit en fer ou en vitamine B12 provoque une anémie. L'anémie serait la preuve qu'on a une conséquence pathologique du déficit. On peut faire d'autres tests aussi pour savoir si d'autres organes seraient en souffrance. Et bien sûr, et c'est vraiment indispensable dans ces diagnostics-là, c'est qu'on va prendre en compte les symptômes, outre simplement les tests, et bien sûr les facteurs de risque. Il y a beaucoup de carences dont les risques augmentent fortement avec l'âge. On en parlait aussi précédemment, les maladies inflammatoires de l'intestin qui font qu'on absorbe moins bien les nutriments. Certains régimes particuliers, les véganes, les végétariens. Et puis l'alcoolisme chronique qui sont aussi un facteur de risque assez important pour les carences nutritionnelles. Notre dernière question, tester ou ne pas tester? Et là, on va prendre le cas de la vitamine D. On parle de carence nutritionnelle et pourtant, on parle quand même de vitamine D dont on attribue souvent l'apport via l'exposition aux UV, donc au soleil. Mais il faut savoir qu'on a quand même entre 10 à 20% de l'apport en vitamine D qui est via la nourriture. Quelle est la situation des déficits en vitamine D en Europe? On a ce chiffre-là, 8 à 97%. C'est une autre manière de dire qu'on ne sait pas. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire et il y a deux raisons pour lesquelles on n'arrive pas à définir quelle proportion de population souffre du déficit en vitamine D. La première, c'est qu'évidemment, si on fait l'étude en été ou en hiver, on n'a pas la même exposition au soleil et du coup, on n'aura pas forcément les mêmes conclusions. Et l'autre, c'est peut-être la plus importante, c'est qu'on a un long débat, on commence à avoir des consensus, mais on a un long débat pour savoir où fixer la limite, en dessous de laquelle on est considéré comme étant en déficit de vitamine D. Et évidemment, si on fixe cette limite très haute, pratiquement toute la population devra être considérée comme en déficit. Et actuellement, il y a un débat d'experts pour savoir où est cette limite, et c'est ce qui nous empêche de dire clairement si la population est en déficit ou pas, ou si une personne particulière est en déficit ou pas de vitamine D. Alors, sachant ça et sachant ces limitations, est-ce que ça vaut quand même la peine de doser la vitamine D? Alors, actuellement, c'est un dosage qui reste recommandé pour les personnes à risque. Qui sont les personnes à risque? Étant donné que la vitamine D, son premier rôle, c'est la minéralisation des os, les personnes à risque sont les personnes qui ont des fragilités osseuses. Donc des personnes avec de l'ostéoporose, des personnes qui ont des problèmes d'absorption de la vitamine D, bien sûr, des personnes âgées qui auraient fait une chute avec une fracture qui n'aurait peut-être pas dû se produire, une fracture un peu rapide. Peut-être que là, on va se poser la question de faire ce dosage de la vitamine D. Et si on a une valeur qui est vraiment extrêmement basse, ça peut valoir la peine de supplémenter pour reminéraliser les os, en tout cas aider à la reminéralisation. Et il faut savoir que depuis 2 ans, 3 ans maintenant, la vitamine D, son dosage n'est remboursé que pour les personnes à risque et plus dans le cadre de simples check-up et justement lié entre autres aux limitations de l'interprétation dont on a parlé.
Alors on peut se dire, ok, c'est pas forcément indispensable de doser, ou en tout cas dans des cas particuliers c'est utile, mais peut-être pour la population générale saine, c'est pas forcément utile, alors on n'a qu'à se supplémenter. Pourquoi pas? Et si on regarde de nouveau sur Internet, tous les bénéfices potentiels qu'on peut atteindre en prenant de la vitamine D, on trouve des bénéfices évidents sur la minéralisation des os, d'autres éventuels sur la santé cardiovasculaire, la prévention des cancers, prévention du diabète, un effet anti-inflammatoire. On en a parlé aussi beaucoup pendant le Covid, que ça empêcherait, ou en tout cas ça diminuerait les risques de faire un Covid, des complications du Covid. Alors pour le premier, minéralisation des os, c'est tout à fait avéré pour les personnes qui ont vraiment des valeurs basses. On a un effet positif sur la minéralisation si on se supplémente en vitamine D. Pour tout le reste, c'est beaucoup moins clair. C'est beaucoup moins clair. On manque d'évidence scientifique à ce jour pour faire le lien entre une supplémentation en vitamine D et ses effets bénéfiques potentiels. Et donc, de nouveau, on pourrait aller plus loin dans la réflexion et de se dire, OK, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais finalement, qu'est-ce qu'on risque? Autant prendre un peu de vitamine D pour augmenter les chances d'être protégé du cancer ou du diabète et d'avoir plus d'anti-inflammatoires dans notre corps. Mais bien sûr, bien que ça s'appelle les vitamines et qu'ils ont cette image d'être totalement inoffensifs, beaucoup de vitamines sont toxiques si elles sont surdosées. Et je reviendrai un peu sur cette toxicité dans la conclusion. Et justement pour cette conclusion, on va à nouveau répondre à quelques questions. Et puis, par rapport au sujet de ce soir, on va se poser des questions et essayer de répondre aux questions typiques qu'on aurait en termes liées à la nutrition et puis aux carences. La première, je suis végétarien, végétalien. Quels sont les risques de carence? On en a parlé un petit peu au début. Les végétariens, il y a relativement peu de risques, bien sûr, si c'est un régime qui est correctement suivi et compensé, excepté les risques de carence en fer, et notamment chez les femmes. Pour les végétaliens, les risques là sont beaucoup plus élevés pour la vitamine B12, puisqu'on la trouve exclusivement dans les produits d'origine animale. Et là, la substitution, elle est fortement recommandée. On a aussi des risques relativement élevés pour des carences en fer et en calcium. Donc, dans tous les cas, vraiment, le conseil qu'on peut donner, c'est d'être suivi par un diététicien, une diététicienne, lorsqu'on se lance dans ce genre de régime. On peut aussi se dire, voilà, je me suis lancé dans un régime, je pourrais faire des autotests ou bien m'auto-supplémenter pour compenser ces risques. D'une part, ça peut être pas forcément une mauvaise idée, mais il faut être conscient des limitations. Notamment, ça peut être coûteux. Les tests de ferritine qu'on a vus au début, en réalité, ils coûtent entre 2 et 10 fois plus cher que le même test de ferritine fait au laboratoire. Donc, ce n'est pas forcément une bonne affaire financièrement, systématiquement. Ce n'est pas toujours utile parce que ce n'est pas toujours suffisant. Souvent, de nouveau, si on a un résultat positif de carence, on va retourner chez son médecin pour refaire le test. Donc, qu'est-ce qu'on y a gagné vraiment? Et ça peut être risqué, là je parle surtout de l'automédication ou l'autosupplémentation, et lié au risque de toxicité. Et justement, à cette deuxième question, je prends des compléments alimentaires, est-ce sans danger? Pas du tout. Donc, vous connaissez peut-être l'adage, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. C'est également vrai pour les vitamines, la plupart des vitamines. Lorsqu'on en a trop peu, on a un risque de carence, qui est dangereux pour la santé. Ensuite, il y a une dose, on dit optimale, qui nous permet de fonctionner correctement. Et puis, ensuite, si on dépasse cette dose, on a des risques de toxicité. Quelques exemples en vrai. Le fer a la fâcheuse tendance d'aller s'accumuler dans les organes, et notamment le foie, mais aussi le cœur. Et donc, on peut avoir des atteintes du cœur parce qu'on a trop de fer. C'est un risque aussi pour le développement du diabète et peut provoquer des irritations gastro-intestinales si on prend de trop grandes quantités de fer. Et puis, beaucoup plus dangereux, si on a vraiment une surdose de fer pour les jeunes enfants, ça peut être carrément mortel. La vitamine D, dont on a parlé juste avant, si on se sursupplémente en vitamine D, il y a des risques de nausée. Et bien qu'on prenne normalement la vitamine D pour minéraliser nos os, si on prend trop de vitamine D, ça aura l'effet inverse. Donc on va déminéraliser nos os, ça va avoir une atteinte osseuse. Et puisqu'on déminéralise nos os, on va avoir plein de calcium dans le sang, qui était stocké dans les os, et ce calcium va aller se stocker dans nos reins et ensuite endommager nos reins. La vitamine A, un excès de vitamine A est une cause de perte de cheveux, une atteinte osseuse, une atteinte du foie et puis de maux de tête. Juste pour donner un chiffre, aux États-Unis, on compte entre 20 et 25 000 hospitalisations aux urgences pour excès de compléments alimentaires.
Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de tout à fait bénin, c'est quelque chose qui peut vous amener aux urgences. Et donc, ce n'est pas que c'est forcément une mauvaise idée de prendre des compléments alimentaires, mais simplement respecter la notice. Donc, en gros, c'est ça le message. Et puis, pour la conclusion commune, je vais redonner la parole à Laura. Ok. Donc, il y a eu beaucoup d'informations ce soir. S'il faut vraiment retenir quelques messages clés, la première, c'est qu'il y a beaucoup de promesses dans ces pratiques, mais il y a également beaucoup de risques qui existent. De ce fait, ne vous lancez pas seul, prenez contact avec des professionnels de la santé, des médecins, des diététiciens. Voilà. Au niveau des tests de laboratoire, il faut donc pas uniquement prendre les résultats sanguins, mais aussi notre symptomatologie et puis les facteurs de risque. Donc tout ça, ça va être pris en compte par une consultation médicale. Et au final, comme l'a très bien dit mon collègue, les carences et les compléments alimentaires, attention au trop et au trop peu. Voilà. Alors du coup, on a beaucoup dit de il faut pas faire ça, il faut pas faire ci. Au final, il faut faire quoi? Comment faut-il manger? Dans 99% des situations, il faut suivre une alimentation dite méditerranéenne. Donc voilà, c'est ce qui est préconisé par toutes les sociétés savantes dans tous les pays du monde. Donc c'est une alimentation bien végétale, un peu animale, vraiment variée en couleurs, en aliments, le plus possible. Il y a même une petite photo d'apéro parce que l'alimentation, ça reste le plaisir. Et il n'y a surtout pas d'interdit alimentaire, c'est toute une question de savoir gérer les excès. Donc, si vous allez chez quelqu'un qui vous interdit de manger du chocolat, c'est que c'est pas un bon diététicien, ça c'est clair. Voilà. Alors, merci de votre écoute. Si jamais là, il y a nos coordonnées, si jamais vous avez des questions ultérieures à ce soir, vous pouvez sans autre scanner les QR codes et vous allez tomber sur nos numéros de téléphone et nos emails. Voilà. Ouais. Levez la main, on s'approchera de vous avec le micro. Ah, là. Pardon? À la banque. Oh, je crois que ce serait... Merci pour ces explications, c'était très intéressant. Moi, je me suis juste posé la question pendant vos interventions par rapport à la dénutrition, parce que j'ignorais que si on était en surpoids, puis que du coup, on avait quand même normalement des réserves, on pouvait être classé dans la dénutrition. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, puis nous dire qu'est-ce qui fait qu'on est en dénutrition en fait? Donc, merci pour votre question. Du coup, la dénutrition, c'est... comme j'ai expliqué, c'est vraiment une perte du muscle. Hein. C'est quand le muscle est affecté, sachant que le muscle c'est vraiment la réserve du système immunitaire. Puis on a vu que c'était vraiment le muscle qui était déstocké avant la graisse. En soi, de perdre la graisse, ça n'a que des avantages sur la santé, sincèrement. Par contre, perdre du muscle, voilà, on peut justement générer vraiment un affaiblissement du système immunitaire. Donc on est à risque de dénutrition des 5% de la perte de poids de manière involontaire et surtout quand il y a des contextes de maladie. Donc, si vous faites, je ne sais pas calculer, mais 5% c'est pas beaucoup. Hein. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà. Bonsoir. Bien que je sois un homme, je poserai quand même une question pour les femmes. Pour la ménopause, on sait que certaines femmes ils prennent pas mal de poids. Est-ce que vous conseilleriez un régime particulier? Alors, j'ai une autre deuxième question pour profiter du micro. Dans le monde musulman, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le ramadan. Est-ce que ça serait une bonne, disons, un bon régime pour essayer de rendre le métabolisme corporel un peu mieux? Voilà, merci.
Merci de vos questions. Du coup, concernant la ménopause, il n'y a pas de régime en particulier. Comme je vous ai dit, c'est plutôt les principes de l'alimentation équilibrée. Donc, comme on a vu à la fin, l'alimentation méditerranéenne. Surtout, ne faites pas ces régimes qui sont très restrictifs, même si la prise de poids, ma foi, elle est des fois stressante. L'idée, c'est plutôt de réguler son poids par une alimentation équilibrée et l'activité physique. C'est plutôt ça qu'on préconise. Concernant le ramadan, donc il y a aussi pas mal d'études qui ont étudié ce sujet. En soi, il n'y a pas des risques énormes pour la santé, mais il n'y a pas non plus de bénéfices qui ont été vraiment mis en avant. C'est comme on a pu voir, ça peut être, vous pouvez perdre du poids sur le moment du ramadan. Il y a moins de risques de se dénutrir évidemment parce qu'il y a quand même un bon apport alimentaire durant la nuit. Il y a, selon les dernières données, il y a quand même un risque en faisant le ramadan, de reprendre de la masse grasse et reprendre un peu plus de poids que ce qu'on pesait avant le ramadan. Donc voilà, ça c'est le seul risque pour la santé que je pourrais donner. Voilà. Merci. Bonsoir, merci beaucoup. Petite question, vous avez parlé donc de toutes les sources où c'est pas vraiment des sources sûres, par exemple les réseaux sociaux, où on n'est pas vraiment sûr du résultat. Quelles sont les sources plutôt sûres qu'on conseille pour justement lire des articles à ce sujet? Alors, c'est vrai que c'est très difficile. Moi, ce que je conseillerais, en ce qui concerne l'alimentation, il y a par exemple le site internet des diététiciens, le site internet suisse, donc la Société suisse de nutrition. Ça, c'est vraiment une référence en termes nutritionnels. En termes de réseaux sociaux, je peux sincèrement rien recommander ce soir. En termes de chaîne YouTube non plus. Donc voilà, il y aura vraiment des sociétés savantes, il y a des groupes européens, des sociétés européennes d'alimentation. C'est plutôt ce genre de choses qu'il faudrait lire. Voilà. Bon. Alors, juste un petit point, justement, on parle des réseaux sociaux. Et puis, il y a 3 semaines, il y a Arte qui a diffusé un reportage, un documentaire, justement, avec Walter Longo, dont vous avez parlé. On a beaucoup parlé de points négatifs du jeûne. Et justement, sur ce reportage, j'invite tout le monde à jeter un coup d'œil parce qu'on voit les bénéfices. Et on parle de centaines, voire de milliers de personnes, et même de lois qui sont passées en Polynésie française concernant le jeûne. Donc voilà, c'est un regard qui ne met pas en contradiction, pas du tout, ce que vous avez mis en avant. Mais je trouve, j'ai regardé ce reportage avant de venir ici, et je trouve que ça éclaire encore plus sur les bénéfices. Donc voilà, juste ce petit point. Merci. Bon. En tout cas, merci d'avoir fait votre remarque. C'est vrai que j'ai également regardé ce reportage qui montre une approche très optimiste et tous les bienfaits de ce jeûne. Voilà, il faut savoir qu'en Allemagne, typiquement, c'est remboursé par nos assurances maladie de faire des cures de jeûne. Pas en Suisse actuellement, c'est vrai que c'est pour des raisons de méthodologie. C'est vrai qu'en tout cas en Suisse et comme dans beaucoup de pays, tant que c'est pas prouvé scientifiquement sur les humains et qu'on est sûr à 100% qu'il n'y a pas de risque, on ne peut pas le recommander. Et puis voilà, c'est comme sur ça qu'on se base. Après, ça ne veut pas dire que peut-être dans 10 ans, ce ne sera peut-être pas recommandé, que l'efficacité sera avérée scientifiquement. Actuellement, on a la balance bénéfice-risque et nous, on ne prend pas le risque en Suisse en tout cas. Voilà. Oui. Peut-être. Sur les souris, avec des souris, etc., les essais ne peuvent pas continuer. Parce que si c'est bien, ça rapporte bien. Peut-être. Ouais. Mm-hmm. Oui, bonsoir. Merci pour les présentations. Vous avez parlé là justement de nos ancêtres plus ou moins lointains qui ne mangeaient pas tous les jours à leur faim, qui n'avaient pas le frigo ou les distributeurs ou les chaînes de fast-food. Donc, il y a d'un côté, on a ce retour aux sources, ce retour à la nature qui est prôné.
puis vous êtes quand même assez, je dirais, ouais, vous venez un petit peu de répondre aux non-anticipations à ma question. On est comme assez frileux, enfin, par rapport justement aux jeunes, par rapport à ces méthodes-là. Alors qu'il semble qu'à l'époque, enfin, il y a quelques siècles, ou même, les gens étaient forcés de jeûner pendant des périodes plus ou moins prolongées. Tout à fait, et c'est aussi ce qui a motivé le professeur Longo pour faire ses études, hein. C'est en se rendant compte que les gens qui avaient vécu la guerre et qui avaient jeûné, en tout cas c'est sa théorie, ils avaient développé des meilleures capacités métaboliques pour survivre plus longtemps. Actuellement, moi je peux pas vous dire si les hommes du paléolithique, ils vivaient plus que 30 ans ou 40 ans, et s'ils avaient une meilleure santé cardiovasculaire. Donc c'est très difficile à dire, et puis moi sincèrement je serais la première à faire un jeûne si un jour c'est recommandé et puis qu'on arrive à mettre en place des systèmes pour améliorer la santé sans payer des médicaments, des choses comme ça. Actuellement, voilà, on est sûr de rien. Désolée. Les réponses en nutrition, elles sont jamais noires ou blanches, c'est toujours une nuance, voilà. Merci pour vos belles présentations, bravo. J'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez de la restriction calorique? Parce que je me souviens avoir lu il y a quelques années dans la revue médicale suisse un article qui mentionnait justement ce type d'alimentation, simplement réduire les calories journalières de 500 kilocalories au lieu de 2000-2500. Et ça avait montré, l'étude avait montré un bienfait sur la longévité en fait aussi. Ok. Alors, c'est pas un jeûne, hein, c'est simplement diminuer sa ration tous les jours. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Alors actuellement, il y a très peu on va dire, au niveau scientifique, hein, j'entends bien. C'est une étude que vous avez citée. C'est très intéressant. Après, moi, je me pose juste une petite question. C'est sur combien de temps ils ont suivi les gens? Oui, ça au final, comment ils ont fait leur étude? Ils les ont peut-être pas suivis pendant 50 ans. Donc, c'est un petit peu difficile à dire de me positionner par rapport à cette étude. Encore une fois, ça rejoint les théories, ou juste ou fausses, on ne sait pas, de professeur Longo. Actuellement, moi, de mon point de vue de diététicienne, tous les patients qui font de la restriction calorique, ils tiennent pas sur le long terme et après ils reprennent encore plus de poids. Et du coup, mais c'est pas un jeûne, hein, c'est oui, bien une restriction, peut-être 10% de la dose calorique journalière qu'on prendrait habituellement. Sur la longévité, je saurais pas vous dire alors. Parce que là, vous parlez toujours de régime équilibré, mais vous mentionnez pas les calories en fait. C'est vrai. Vous n'avez pas de valeur calorique à proposer. Ce serait bien, mais en fait, ça dépend vraiment de chaque personne. La valeur calorique, ça va dépendre de sa taille, de son poids, de son âge, de la quantité de sport, etc. Vraiment, il y aura un homme, ce sera 2000, un autre homme, ce sera 3000, alors qu'il fait la même taille. Je peux pas vous donner un chiffre. Je peux pas vous donner un chiffre précis. C'est vraiment, ça va très dépendre d'une personne à une autre. Hein. D'accord. Merci. Bonsoir. Je voulais savoir, le jeûne intermittent, est-ce que ça peut être fait à long terme ou momentanément? Et une deuxième question, j'ai vu qu'il y avait un article, qu'il y avait un centre de l'obésité qui allait s'ouvrir à Landelieu. Est-ce que vous pouvez nous donner des renseignements? Oui. Du coup, le jeûne intermittent en soi, ça dépend. Est-ce que c'est celui du 18-6 que vous dites ou du... Alors plutôt dans ce sens-là, oui, ça peut être fait à long terme, il n'y a pas de souci. Il faut bien s'assurer que vu qu'on mange, on supprime un repas, il faut s'assurer que toutes nos vitamines, nos minéraux, on les répartit sur le reste de la journée. Voilà, mais sinon ça peut être fait à long terme, il n'y a pas de souci. Au niveau du centre de l'obésité, donc c'est le centre de l'obésité du RHNE qui font des consultations ici, mais parfois aussi à Landelieu. Mais voilà, il y a toutes les informations si jamais sur le site internet. Parce que j'ai vu qu'il y avait une porte ouverte le 8 mars. Ah, oui. Et je voulais savoir si c'était ouvert à tout le monde ou il y avait... ou pas. Oui, alors c'est ouvert à tout le monde. Et si jamais... Tu fais
si jamais il y a des personnes présentes qui seront là le 8 mars. Hein. Voilà, permettez-moi de vous répondre. Oui, le 8 mars, c'est la porte ouverte du centre de l'obésité et du centre de médecine du sport. Pourquoi les deux en même temps? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que le lien entre les deux est relativement étroit. Et notamment au niveau personnel, au niveau matériel, il y a beaucoup de choses en commun et de similitudes. Et oui, vous êtes tous cordialement invités le 8 mars dans la journée. Sauf erreur, je crois que c'est 9h, 16h. Il y a même des activités aussi pour les enfants. Voilà, c'est ça, c'est juste. Donc vous êtes tous les bienvenus, ce sera sur le site de l'Andeyeux, effectivement. D'autres questions? Alors, vous avez parlé au début de votre conférence que 46% de la population était en surpoids ou en obésité. Les réponses qui ont été données aujourd'hui, elles dépendent de la responsabilité individuelle ou bien elles sont découvertes suite à une maladie ou à une chute. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité globale de la société ou d'apporter des cours de nutrition ou bien des lobbies, ce qui nous est présenté dans les supermarchés ou de la qualité de nos aliments, qui doit aussi être prise en compte. Ce n'est pas seulement une responsabilité personnelle. Mais vous avez raison à 100%. L'obésité, c'est pas un choix. Hein. Il n'y aurait pas autant de personnes en situation d'obésité si c'était un choix personnel. On est dans une société où c'est extrêmement compliqué. Comme vous dites, il y a des lobbies, il y a l'alimentation ultra transformée qui nourrit bien moins que les aliments naturels comme on avait beaucoup plus à l'époque. Après, nous, on aimerait bien pouvoir se battre aussi, mais c'est le système en tout entier qui doit changer. Nous, on aimerait bien pouvoir intervenir dans les écoles, faire de l'éducation. On aimerait bien stopper les lobbies. Il y a eu 3 fois des votations pour taxer le sucre qui ont été refusées parce que les parlementaires avaient des petites surprises de Nestlé, voilà. Donc, je suis 100% d'accord avec vous. Après, voilà, on fait de notre maximum pour informer la population. Voilà. On suit les Américains avec quelques années de retard, pour être honnête. Voilà, ça fait peur.